Donc nous avons effectivement introduit ces animaux. Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir et merci d'être venu ou revenu à ces conférences. Nous avons présenté ces animaux dans leur diversité morphologique, de couleurs, leur développement de manière rapide. Aujourd'hui, le sujet qui va nous préoccuper, c'est comment ces animaux nous ont aidés à mieux comprendre le développement des vertébrés, des animaux donc, auxquels nous appartenons, et comment, dans le cours de l'histoire de la biologie, ils ont permis de résoudre des questions difficiles sur le développement, sur la construction de l'organisme et sur des tas de choses bizarres, effectivement. Enfin, les hommes ont toujours été fascinés par ce qu'on appelait dans les livres et dans les fêtes foraines des monstres. Alors ça va depuis des simples anomalies qui touchent un seul caractère, l'absence de pigments, par exemple, l'albinisme, ou bien les femmes à barbe, des cas plus particuliers comme l'Elephant Man de Londres, et des anomalies comme la polydactylie, la présence de doigts surnuméraires ou d'orteils surnuméraires. Et puis tous ces cas de monstres doubles, de siamois, de cyclopes et de cas particuliers qu'on retrouve pas seulement chez les humains, mais qu'on trouve aussi chez les animaux, chez les autres vertébrés. Et ce qui fait que les biologistes se sont dit que peut-être s'ils pouvaient étudier de près ces animaux monstrueux, anormaux, ils pourraient comprendre la genèse de ces anomalies chez l'homme. Alors, je ne vais pas employer le terme de monstruosité dans cet exposé. D'ailleurs, on avait fait un débat sur la notion de monstre il y a quelques mois ici même, dans la mesure où ça a une connotation péjorative. Et en fait, je vais simplement parler d'anomalies, c'est-à-dire d'animaux qui se dévient du plan normal, disons, de construction. En fait, quand on étudie les anomalies, ça va nous aider à comprendre le développement, puisqu'une anomalie provient souvent d'une erreur dans le développement, et que si on comprend l'anomalie, ça peut nous aider à comprendre, en fait, ce qui se passe dans un développement normal. Et il faut distinguer deux grandes catégories de causes dans les anomalies, certaines qui sont transmissibles à la descendance, qu'on appelle les causes génétiques, qui sont soit des mutations, soit éventuellement qui résultent du fait que l'organisme est lui-même un hybride entre deux espèces distinctes. Et puis des causes non génétiques, c'est-à-dire des anomalies qui ne sont pas transmissibles à la descendance, et qui proviennent d'accidents du développement, par exemple des agressions physico-chimiques comme les radiations, des produits chimiques, etc., ou bien encore des animaux composites créés par la combinaison de deux organismes distincts. Alors, la discipline qui, pendant le 19e siècle, la fin du 19e siècle et la plus grande partie du 20e siècle, s'est occupée de décrire le développement des organismes, qu'on appelle l'embryologie descriptive, a eu un grand essor, principalement grâce à ces animaux qui sont les batraciens, parce qu'ils ont beaucoup d'avantages pour ce genre de travail. Avant d'aller plus loin, je vais simplement vous rappeler quelques termes que vous connaissez certainement, mais pour éviter toute confusion. Donc, qu'est-ce qu'une cellule? C'est l'unité fondamentale qui constitue tous les êtres vivants et qui comporte d'une part un noyau qui porte le matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN, dans des chromosomes, et d'autre part un cytoplasme qui porte des organites cellulaires comme les mitochondries, etc. Ce qu'on appelle la ploïdie, c'est le nombre de chromosomes qu'il y a dans le noyau de la cellule. Ce qu'on appelle une gamète, c'est une cellule reproductrice qui est impliquée dans la fécondation, c'est-à-dire gamète femelle ovule, gamète mâle spermatozoïde, et une gonade, c'est l'organe sexuel qui produit les gamètes. Ce sont des termes que je vais employer pendant cet exposé, donc pourquoi je vous les rappelle. On a plusieurs niveaux de ploïdie, c'est-à-dire de nombre de chromosomes dans la cellule. Le nombre normal chez un adulte, chez un animal adulte, c'est 2 N chromosomes, c'est-à-dire c'est le double du nombre de base qu'on appelle le nombre haploïde. Et puis il peut y avoir des animaux triploïdes avec 3 N chromosomes, tétraploïdes avec 4 N chromosomes. En fait, dès qu'on a plus de 2 N, 3 N, 4 N, 5 N, etc., on appelle ça de la polyploïdie. Et on appelle aneuploïdie tout nombre anormal de chromosomes, même par exemple s'il y a un seul chromosome en plus, comme par exemple dans le mongolisme chez l'homme.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour donner naissance à un organisme? Habituellement, ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'il y a aussi bien chez le mâle que chez la femelle ce qu'on appelle la gamétogénèse, c'est-à-dire la création des gamètes de ces cellules reproductrices qui sont les spermatozoïdes et les ovules. On va partir de cellules primordiales qui sont les spermatogonies ou les ovogonies qui vont se multiplier chez l'embryon et qui ont, comme toutes les cellules de l'animal, 2 N chromosomes. Elles sont diploïdes. Mais elles vont subir une suite de 2 divisions particulières qu'on appelle la méiose, à l'issue de laquelle elles n'auront plus que la moitié de leurs chromosomes. Elles seront donc haploïdes, ces cellules. Et ce sera, dans le cas du mâle, à partir d'une cellule, d'une spermatogonie ou d'un spermatocyte initial, on aura 4 spermatozoïdes. Tandis que c'est important, la différence, chez la femelle, il y aura un seul ovule à l'issue de la méiose et 3 autres toutes petites cellules qu'on appelle les globules polaires qui sont collés à l'ovule, en fait, et qui comportent le même matériel génétique que l'œuf ou le matériel complémentaire selon les cas, et qui, normalement ne participent pas à la reproduction, mais on va voir qu'il y a des exceptions. L'union entre un spermatozoïde haploïde et un ovule haploïde va donner un œuf fécondé diploïde qui va démarrer le développement et qui va devenir un embryon. Donc on a restitution, après ce mécanisme de la réduction chromatique, on a restitution du nombre diploïde initial, ce qui fait qu'à chaque génération, on a toujours le même nombre de chromosomes. Les amphibiens constituent un matériel idéal pour l'étude du développement parce que leurs œufs sont faciles à observer et à étudier. On peut faire pondre les grenouilles artificiellement en captivité. Alors, vous m'excuserez, dans cet exposé, je vais avoir pas mal de photos en noir et blanc, parce que je n'ai pas trouvé de plus récentes en couleur, il faudrait les faire spécialement pour ça. C'est des photos qui sont pour la plupart issues des travaux de Jean Rostand, dont je vais vous parler beaucoup aujourd'hui, et qui sont dans des articles ou des livres où il n'y avait que des photos en noir et blanc. Donc ça sera un peu moins joli que peut-être que la semaine dernière. On peut faire pondre les grenouilles en captivité en les pressant quand elles sont prêtes à pondre. Et ces œufs, vous voyez, sont de taille relativement grande, c'est-à-dire par rapport à un œuf d'insecte qui est minuscule. Et surtout, on va pouvoir les mettre ensuite dans une boîte de pétri, dans une petite cuvette, avec de l'eau, et on va pouvoir suivre leur développement en plein air. Alors qu'un œuf de mammifère, il se développe à l'intérieur de la femelle. Un œuf d'oiseau, il se développe à l'intérieur d'une coquille. Donc, il y a un accès direct et on peut l'observer simplement à la loupe. On n'a pas besoin d'avoir recours au microscope, etc. Et on peut faire toutes sortes de manipulations sur cet œuf, comme on va le voir. Donc, cet œuf va se diviser après la fécondation. Alors, on le féconde, par exemple, dans le cas présent, on a ces œufs qu'on fait sortir de la femelle, ils sont mûrs, prêts à être fécondés, on peut les féconder avec un nappage de spermatozoïdes qu'on a pris dans la gonade d'un mâle. Et ces œufs sont fécondés, donc ils vont se diviser en 2, 4, 8, etc. Ils vont donner un petit embryon allongé comme ceci à l'intérieur de sa gangue et qui va ensuite sortir de l'œuf et donner un tétard. Donc les embryologistes ont fait la description de ce mécanisme, cette suite d'événements avec les stades à 2 cellules, 4, 8, 16, etc. La morula, la blastula, la gastrula, le bourgeon caudal, l'éclosion qui donne un petit tétard. Le tétard grandit avec un certain nombre de caractères et aboutit à la métamorphose. Tout ça, c'est, si on peut dire, standardisé, c'est-à-dire que ça se passe de manière comparable dans beaucoup d'espèces. Il y a quelques-unes qui sont exceptionnelles. Les embryologistes ont pu faire la carte de ce qu'on appelle les territoires présomptifs de l'œuf, c'est-à-dire dans un œuf, dès le moment de la fécondation, cet œuf s'oriente en fonction du point d'entrée du spermatozoïde et à partir de ce moment-là, tous les terrains présomptifs des différents tissus de l'animal quand il sera construit sont déjà en place. Ils vont suivre un processus toujours le même. Ici, c'est l'œuf en coupe, avec d'abord l'endoblaste qui est en bas, qui va s'invaginer, créer une cavité à l'intérieur. Et tout ça a été donc décrit à partir d'études donc des tétards et des embryos et tétards d'amphibiens. On aboutit à la fin
à un organisme. Vous voyez que les tissus verts, l'endoblaste, donnent l'intestin et les autres viscères. Le mésoblaste donne principalement la musculature et le neuroblaste donne principalement le système nerveux. Tout ceci, en fait, se reproduit de la même manière chez tous les vertébrés, enfin avec des nuances, mais y compris chez l'homme. Et en fait, c'est sur les amphibiens, au départ, qu'a été découverte cette notion de territoire présomptif et cette manière dont ces territoires, peu à peu, donnent naissance aux différents tissus. Alors, ça a été découvert pas seulement par l'observation, mais notamment par des interventions sur l'œuf, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, quand on perturbe un développement, on peut mieux comprendre comment il se déroule. C'est un principe basique de toute la science. Donc, par exemple, on peut faire une ligature. On prend un œuf initial, fécondé, et le ligaturer. Alors, les premiers embryologistes qui faisaient ça au début du XXe siècle, il leur fallait quelque chose d'extrêmement fin pour arriver à faire ces manips qui sont quand même sur quelque chose de petit. Ils utilisaient des cheveux d'enfant. C'était la chose la plus fine qu'ils avaient trouvée. Je ne sais pas si d'ailleurs, actuellement, il s'est inventé des fils plus fins que le cheveu d'enfant, mais en tout cas, ça marche bien avec le cheveu d'enfant. Donc, par exemple, si vous faites cette ligature, vous allez avoir deux embryons accolés l'un à l'autre qui vont procéder d'un œuf initialement simple. Alors, on peut faire ça de différentes manières, soit incomplètement, et ça, on obtient ces monstres doux qu'on avait observés tout à l'heure, ou bien complètement, et on obtient à ce moment-là deux embryons, carrément, c'est-à-dire à partir d'un seul œuf, on a obtenu deux tritons. Il y a des quantités d'expériences, je peux pas, ça prendrait 1 heure à soi seul que de vous les présenter, qui ont été faites depuis la fin du XIXe siècle. Une des plus célèbres, c'est l'expérience de Spemann, qui consiste à greffer une partie de la surface d'un œuf sur un autre œuf, qui est la lèvre dorsale du plastopore, peu importe, et ça donne deux embryons accolés par la face ventrale, qui peuvent être viables. Mais on peut faire toutes autres sortes de greffes, par exemple ici, du tissu du neuroblaste, ou bien ici de la peau et l'ébauche de la gonade. Et on obtient comme ça des animaux composites, par exemple cet axolote blanc qui a une partie noire qui vient d'un greffon de forme noire, ou l'inverse ici, ou ici un albinos, c'est pas la même chose que le blanc. Et quand la gonade a été greffée en même temps que la peau, cet animal qui est blanc a une gonade d'axolote noir et va produire des œufs d'axolote noir. De même ici l'inverse. On peut faire d'autres greffes très nombreuses. Par exemple, on peut greffer un œil supplémentaire, pas à ce stade-là, pas chez l'adulte. Si on le fait sur l'embryon, ou des pattes supplémentaires, enfin toutes sortes de greffes ont été faites qui marchent bien. Alors quand je dis que ça marche bien, ça veut dire qu'en général, il faut s'y reprendre à 50 ou à 100 fois. Il faut quand même des gens très minutieux et très patients pour arriver à faire ces manips. D'autres manips, elles, partent de deux embryons. Vous partez de deux petits embryons, vous leur enlevez une petite partie du flanc et vous les accolez et les cellules se rejoignent et ça donne ce qu'on appelle une parabiose ou une télobiose quand ce sont les parties postérieures qu'on fait réunir. Ça aussi, ça peut être viable. Voici des animaux, des parabioses et des télobioses qui ont été faites soit au sein de la même espèce, enfin d'ailleurs ils sont tous de la même espèce, mais par exemple des animaux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques génétiques, l'un est albinos ou blanc et l'autre ne l'est pas. Et ils peuvent être d'espèces différentes. Ici c'est du triton palmé sur de l'axolote, le triton alpestre sur de l'axolote, du pleurodèle sur de l'axolote. Ça marche aussi si c'est fait à un stade précoce. Un autre système, c'est ce qu'on appelle les chimères. Ça consiste à prendre la partie antérieure d'un embryon et la partie postérieure d'un autre. Alors, ils peuvent être du même sexe ou de deux sexes, ils peuvent être de la même espèce ou pas. On peut même faire ça avec 3 embryons. Alors, une fois de plus, ça ne réussit pas à tous les coups, mais on peut y arriver. Et quand ça marche, on peut obtenir, au lieu de cette espèce, cette grenouille qui vient d'Amérique du Nord, on peut avoir un animal composite qui a la partie antérieure d'une espèce et la partie postérieure. Alors c'est le terme de chimère, ça désigne aussi les chimères de la mythologie des Grecs, par exemple, qui avaient, par exemple, un buste d'homme sur un corps de cheval, etc. C'est exactement la même chose. On peut obtenir ça.
Là voici des chimères avec ici, vous voyez, c'est l'alter ego. Ici, c'est la tête de l'axolote sur un corps de triton. Et ici, c'est une tête de triton sur un corps d'axolote. Parfois, on peut avoir, y compris les 4 pattes du premier individu, puis les 4 pattes du deuxième individu. Et ici, vous voyez, il y a trois greffons séparés. Alors ici, ça s'est bien passé, c'est-à-dire les organes se sont vraiment développés en continuité et c'est des animaux viables. Par exemple, celui-ci qui avait la tête et les 4 pattes d'un pleurodèle et l'arrière, les 4 pattes et la queue d'un triton palmé, cet animal a vécu 7 ans en captivité. Donc c'est pas quelque chose qui est labile, ça. Une fois que ça a été construit et que ça marche. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les détails des études que ça permet, mais ça permet des tas d'études sur le déterminisme du sexe, sur l'immunologie, etc. Ça serait un peu peut-être fastidieux de vous raconter tout ça, mais ça pourrait faire l'objet d'un exposé plus détaillé. Mais évidemment, c'est pas seulement pour le plaisir de fabriquer ces monstres, c'est pour résoudre des tas de questions du développement, de l'immunologie, du fonctionnement des organismes. Alors, on en a parlé quelque peu dans la discussion la semaine dernière. Les amphibiens sont capables de régénérer des parties de leur corps quand elles sont coupées ou simplement blessées. Mais ne régénère pas n'importe quoi, n'importe où. Par exemple, ici, ce territoire-là va régénérer des pattes. Si on coupe une patte ici, il va régénérer une patte. Ici aussi. Mais par contre, ici, c'est une queue qui va régénérer, pas forcément une patte. Mais enfin, ça marche quand même pas à 100%. C'est-à-dire que, par exemple, dans les générations, on observe souvent ce qu'on appelle l'hyper-régénération. C'est-à-dire qu'au lieu d'une patte à 5 doigts, à 5 orteils comme ça, on peut avoir jusqu'à 8 orteils. Et les hyperrégénérations donnent naissance assez fréquemment, en fait, à des animaux qu'on appelle polymèles, avec des polymélies, c'est-à-dire des membres supplémentaires. Ici, c'est une grenouille qui a 3 bras. Elle a eu certainement, personne n'était là pour le voir, mais une blessure à l'état larvaire du territoire présomptif, ou même déjà une fois que la patte était formée, avant la métamorphose, de la patte avant droite, et il en est repoussé 3 à la place. Un autre phénomène qui a beaucoup intéressé les biologistes, c'est l'hétérochronie, ou qui serait plus correct d'appeler aneuchronie, c'est le fait que le développement ne suit pas l'horloge normale. Normalement, chez un urodèle, comme on l'a vu la semaine dernière, la larve a des branchies, et puis elle se métamorphose à un adulte qui a des poumons et qui n'a plus de branchies, qui respire donc l'air et non plus l'eau. Mais certains urodèles, même à l'état adulte, gardent leurs branchies et n'obtiennent jamais de poumons. Ils sont capables de se reproduire. Alors, un animal très célèbre, c'est le protée qui vit dans les cavernes de Yougoslavie. Il n'est jamais à la lumière du soleil, ce qui fait qu'il n'a pas besoin d'avoir des pigments, mais en fait, il a des mélanophores, mais ils sont contractés. Il a aussi une dégénérescence oculaire. Le très jeune embryon a un œil, mais comme il ne va pas s'en servir, il dégénère. Et cet animal, est célèbre. Il met 10, 15 ou 20 ans pour devenir adulte, tellement il fait froid dans les cavernes où il vit, mais il devient adulte et se reproduit dans cet état-là. Ça, c'est un autre animal, on l'a vu tout à l'heure dans certaines des photos que j'ai montrées, c'est l'axolote, qui est en fait un animal qui vit dans des lacs de montagne au Mexique. Et on avait à Paris, depuis le début du 19e siècle, des axolotes blancs. Et donc ils étaient blancs avec des branchies externes. Donc les zoologistes avaient tout logiquement classé ces animaux avec les protées, en disant c'est un peu comme le protée, sauf que comme lui il a des yeux, etc. Puis il y a d'autres différences morphologiques, mais il l'avait mis dans le même groupe en se disant voilà, il se reproduit à l'état larvaire, il a des branchies, il est blanc. En fait, Duménil, qui était conservateur au Muséum de Paris, au Jardin des Plantes, à la ménagerie du Jardin des Plantes, avait des axolotes, et puis un jour, par un choc thermique, en changeant leur eau, qui était plus froide, il a déclenché la métamorphose de ces animaux. C'est-à-dire ces animaux qu'on croyait incapables de se métamorphoser, comme le protée, eux sont capables de se démétamorphoser. Et en se métamorphosant, ils ont donné naissance à l'ambystome, qui est une salamandre qui était bien connue depuis longtemps dans les forêts du Mexique. Donc on s'est rendu, et qui était classée alors dans une toute autre famille que l'axolote. Donc on s'est rendu compte que finalement c'était la même chose. Ces deux bêtes qu'on classait aux deux bouts de la classification zoologique.
Et puis en fait, le fait qu'il était blanc, c'était simplement qu'il avait une mutation, parce qu'il existe des axolotes qui sont pas du tout blancs. Donc en fait, la ressemblance avec le proté était trompeuse, ça n'a rien à voir avec la situation du proté. Ce qui se passe ici, c'est que dans certaines conditions, ces animaux restent larvaires et se reproduisent, mais que dans d'autres conditions, ils peuvent se métamorphoser avant de se reproduire. Ça, on l'observe dans beaucoup de groupes d'urodèles. Par exemple, c'est fréquent chez le triton alpestre, un triton qui est commun en Europe. Dans les lacs de montagne de Grèce, d'Italie, etc., il y a des populations entièrement néoténiques dont les animaux gardent les branchies toute la vie. J'ai malheureusement pas de photos, mais qui sont incapables de se métamorphoser et d'avoir des poumons. Comme par hasard, on a constaté que ces populations se trouvaient dans des milieux particuliers, notamment en montagne, où le milieu terrestre, disons, est très hostile. C'est-à-dire que s'ils se métamorphosent et qu'ils se mettent à sortir, il va avoir, par exemple, uniquement de la caillasse, des rochers, pas de végétation, pas d'abri pour les adultes, et puis pas grand-chose à manger. Tandis que s'ils restent dans le lac, eh ben, ils ont un abri et ils ont à manger. Donc, en fait, il y a une pression écologique qui a amené une sélection pour la néoténie dans ces populations. On peut produire la néoténie de manière artificielle. On le fait, on sait que la métamorphose est déclenchée par une hormone thyroïdienne, donc produite par la thyroïde, laquelle est elle-même stimulée par l'hypophyse, laquelle est stimulée par l'hypothalamus. Donc si on retire l'hypophyse à un embryon jeune, un jeune triton, eh bien l'adulte, enfin il va se développer, mais il ne métamorphosera jamais, parce qu'il n'a pas de thyroxine, et il va rester larvaire comme un axolote. Et puis il restera aussi dépigmenté pour la même raison de l'absence de déficience hypophysaire. Donc vous voyez, on peut faire ça artificiellement, mais on peut faire artificiellement l'inverse. C'est-à-dire que si on fait manger, si on donne à des jeunes têtards de la thyroxine, ils peuvent se métamorphoser au stade où ils devraient être comme celui-ci. Il s'est métamorphosé, c'est-à-dire une microscopique grenouille, à un stade beaucoup trop précoce. Mais chez les anours, il n'existe pas de véritable néoténie, c'est-à-dire d'animaux qui se reproduisent sous la forme larvaire. Ça voudrait dire des têtards qui se reproduisent sous forme de têtards. Ça n'existe pas chez les anours. Tout ce qui existe, c'est une néoténie partielle, c'est-à-dire par exemple un adulte qui conserve sa queue ou un adulte qui a encore la patte à l'intérieur de la paroi du corps, comme c'est le cas chez les jeunes têtards. Et ici, c'est le crapaud sonneur qu'on a vu la semaine dernière, qui a le ventre jaune vif. Ça, c'est un crapaud que j'avais trouvé dans une mare. Et évidemment, il a quand même une patte, parce que s'il avait les deux pattes qui étaient restées sous la peau, ça doit arriver aussi. Mais dans ce cas-là, il ne pourrait pas se déplacer sur le sol, il serait mort. Celui-là, il est devenu adulte, malgré cette anomalie. Un autre phénomène qui a beaucoup intéressé les biologistes, c'est la reproduction dite virginale. C'est ce que signifie le mot parthénogénèse, qui est connu depuis longtemps. La parthénogénèse est connue dans la nature depuis le milieu du XVIIIe siècle, où Charles Bonnel avait découvert chez le puceron. Il avait vu que si on met une femelle de puceron toute seule dans un bocal, qui a été élevée toute seule depuis sa naissance, elle va à un moment donner naissance à des petits pucerons sans avoir jamais été fécondée par un mâle. Donc ces œufs sont capables de se développer sans fécondation. Après, on a découvert que c'était très général, que ça se trouve dans beaucoup de groupes d'animaux, notamment par exemple chez les phasmes, chez les insectes, l'abeille domestique, où les mâles sont en fait haploïdes et produits par parthénogénèse, tandis que les femelles sont issues d'une fécondation, ou bien les daphnies de Nomar, qui sont capables de se reproduire soit par fécondation dans certaines générations, soit par parthénogénèse dans d'autres générations. Et de nos jours, on connaît même de la parthénogénèse chez des vertébrés, comme notamment des lézards et des serpents. Mais les biologistes ont essayé, dès la fin du XIXe siècle, de créer eux-mêmes des modes de développement bizarres. C'est-à-dire de faire un peu les Deus ex machina et d'intervenir sur les œufs pour obtenir des développements soit sans père, soit sans mère. Dans le système normal, donc, vous avez un œuf avec un noyau haploïde qui est fécondé par un spermatozoïde haploïde. Ça donne un animal diploïde. Il se peut se faire, c'est très rare, c'est disons une fois sur 1000 ou quoi, mais qu'un des globules polaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont issus aussi de la méiose, soit réincorporé dans l'œuf et participe au développement. À ce moment-là, on a un triploïde qui a deux
2 N chromosomes qui viennent de la mère et N qui viennent du mâle. La parthénogénèse que je vous ai présentée, on peut la produire, je vais vous en parler, de manière physico-chimique dans certains cas. Habituellement, ça veut dire que l'œuf va se développer avec seulement le noyau femelle. Et ça donnera un animal haploïde. Bon, sauf des exceptions, comme le mâle d'abeille dont je vous ai parlé, ces animaux haploïdes ne sont pas viables. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher. Mais si on a ce cas rare de la réincorporation du globule polaire, on a bien un animal qui est diploïde et qui n'a pas de papa et qui s'est développé uniquement avec des chromosomes de la maman. On obtient la même chose dans la gynogénèse. La gynogénèse, c'est la même chose que la parthénogénèse, sauf que c'est le spermatozoïde qui va stimuler le développement. Mais il le stimule, c'est-à-dire il ne rentre pas dans l'œuf, ou en tout cas son noyau a été détruit, donc il ne participe pas au développement. Donc là c'est pareil, soit on a un œuf haploïde, soit on a un œuf diploïde s'il y a réincorporation du globule polaire. Les embryologistes ont fait d'autres expériences, par exemple l'androgénèse. Là, il y a un spermatozoïde normal, il rentre dans l'œuf, mais avant qu'il ait fusionné avec le noyau femelle, on retire ce dernier. Donc on obtient un animal qui n'a qu'un noyau mâle dans un cytoplasme femelle. La mérogonie, ça consiste à couper en deux un œuf juste après la fécondation, avec d'un côté le noyau femelle, de l'autre côté le noyau mâle. Ça peut donner 2 organismes qui peuvent vivre. Et puis la transplantation nucléaire, dont je ne vous parlerai pas plus aujourd'hui, qui vous est bien connue, parce que c'est le cas de la brebis Dolly dont tout le monde a parlé. C'est-à-dire, il consiste à prendre un œuf, retirer son noyau qui vient de la femelle, et à la place de ce noyau, mettre un noyau déjà diploïde qui provient d'un autre embryon, qu'on a pris dans un embryon. Et donc cet œuf, dans certaines conditions, peut se développer. Et si on prend plusieurs noyaux dans l'embryon donneur, si vous voulez, on va fabriquer des individus qui seront tous des jumeaux, des isojumeaux. C'est pour ça qu'on parle de clone, de clonage. C'est pas vraiment du clonage quand on en fait un seul, pour être très franc. Mais c'est un clonage quand on en fait plusieurs à partir du même individu. Alors ça, la brebis Dolly, c'est totalement faux, ce qu'on entend dire parfois que c'est le premier animal cloné ou à transplantation nucléaire, c'est le premier mammifère cloné, en tout cas qui ait bien marché. Mais la transplantation nucléaire suivie de développement d'isojumeaux, ça c'était connu chez les amphibiens dès les années 1960, donc c'est bien plus ancien. C'était bien plus difficile à mettre au point après chez les mammifères, évidemment. Alors la parthénogénèse artificielle qu'ont réussi les chercheurs, ça consiste donc soit par choc chimique, là c'est chez le cas de l'oursin, où c'était la première réussite de développement parthénogénétique artificielle chez les oursins. Et chez les batraciens, dans les vertébrés, le premier cas c'est Eugène Bataillon, qui était un chercheur français, qui a réussi par la stimulation de l'œuf, par un fin stylet de verre, il a réussi à faire démarrer le développement de la grenouille, de certaines grenouilles, et d'obtenir comme ça des animaux parthénogénétiques artificiels. La gynogénèse, c'est une sorte de parthénogénèse, mais qui est stimulée par l'œuf, elle a été découverte de manière fortuite en faisant des croisements entre 2 espèces de tritons, à la fin aussi du XIXe siècle. Et on avait des croisements et on avait la surprise de voir que les individus issus de cette hybridation ressemblaient à tout point de vue uniquement à leur mère et n'avaient aucun caractère du père. Donc on en a déduit qu'en fait le père n'avait pas apporté de matériel génétique à l'œuf et que c'était uniquement avec le matériel femelle qu'il y avait eu ce développement. Mais le père avait joué un rôle quand même en stimulant le démarrage de l'œuf. Alors Jean Rostand, dont je vais maintenant vous parler assez longuement, a été le véritable chercheur qui a étudié la gynogénèse. Ses travaux sont actuellement un peu oubliés, y compris par les biologistes professionnels. C'est assez regrettable dans la mesure où non seulement ils étaient très intéressants, mais en plus il a accompagné ses travaux de beaucoup de réflexions sur la science dont beaucoup de gens auraient tout intérêt à s'inspirer de nos jours. Voici une petite grenouille obtenue par gynogénèse. Alors Jean Rostand, pour obtenir la gynogénèse, ça c'est des crapauds gynogénétiques, il irradiait les spermatozoïdes jusqu'à tuer leur noyau, mais ça ne les empêchait pas de se déplacer, d'être actifs et de stimuler le développement. Mais ces petits crapauds-là, comme la grenouille précédente, sont des animaux qui ont uniquement des chromosomes de leur mère et pas de leur père.
Bon, Jean Rostand a étudié la gynogénèse, je m'étale pas là-dessus, mais il a eu la surprise, en observant les descendants, de voir qu'il y avait beaucoup d'anomalies. Par exemple, l'albinisme. Voilà des petites grenouilles albinos à côté de grenouilles normales. Alors au début, il s'est dit, c'est peut-être parce que j'ai fait une intervention artificielle sur l'œuf, ça a pu perturber le développement, mais en fait, il s'est rendu compte très vite que non, ce qui se passait, c'est que l'albinisme, par exemple, c'est déterminé par un gène récessif, c'est-à-dire qui est dominé par un gène, le gène de couleur normale. Donc quand un animal a les deux, il se présente normal. Pour avoir un albinos dans une population naturelle, il faut qu'un père albinos se croise, un père porteur du gène albinos se croise avec une mère porteuse du gène albinos, et un quart de leur descendance sera albinos. Comme ces albinos vont être tout de suite éliminés par les prédateurs, parce qu'ils sont visibles comme le nez au milieu de la figure, il n'y en aura pas beaucoup dans les populations. Tandis qu'ici, comme on a uniquement le matériel génétique femelle est généralement redoublé en deux, on se retrouve à l'état homozygote uniquement les gènes de l'albinisme. Et donc, à partir de cette découverte, Jean Rostand s'est mis à étudier les anomalies dans les populations naturelles. Comme il avait beaucoup de correspondants dans toute la France, il a constaté que finalement, on lui envoyait des tas de grenouilles bizarres, des grenouilles albinos. Alors depuis, on en a trouvé dans le monde entier. C'est une grenouille albinos d'Australie, d'autres grenouilles, un xénope albinos, etc. Ça se trouve chez tous les amphibiens. Et en fait, quand on voit une grenouille, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sa couleur est produite par 3 sortes de pigments, qui sont portés par des cellules différentes. Les mélanophores qui portent le pigment noir, les iridiophores qui portent les pigments brillants de l'œil et de la face ventrale du corps, et puis des guanophores, disons qu'il y a plusieurs sortes de guanophores, mais qui produisent les couleurs du dos en général, différentes couleurs. Alors pour être très schématique, je vous dirais que cette grenouille, cette rainette de France, là, elle est verte parce qu'elle a sur le dos un mélange de guanophores bleu et jaune. C'est pas vraiment comme ça, mais disons que c'est comme ça. Si elle a une mutation qui fait qu'il lui manque une des deux, eh bien vous allez avoir une rainette bleue. Ça, c'est une rainette bleue de Camargue. Il y en a d'ailleurs pas mal en Camargue. Bon, c'est une mutation simple. C'est un seul gène qui fait l'absence du pigment jaune. Vous avez également des rainettes dorées. Alors, des mutations pigmentaires comme ça, il en existe dans tous les groupes d'amphibiens. Et comme je vous ai dit, il y a 3 sortes de pigments. Donc, par exemple, cette salamandre, elle a une partie de sa robe qui est noire et une autre qui est jaune. Le noir est créé par les mélanophores, le jaune par les guanophores. Si elle a une mutation qui lui enlève les mélanophores, elle n'aura pas de noir ici. Et comme il n'y a pas non plus de guanophores, elle sera transparente ici. Mais elle aura toujours ces guanophores. C'est ce qu'on observe. Donc vous avez ça, c'est une salamandre albinos. Alors albinos, ça ne veut pas dire totalement dépigmenté, c'est un terme qui a été créé en fait au départ pour les hommes. Ça veut dire l'absence de mélanine. Donc l'absence de mélanine, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres pigments. Chez les hommes, il n'y a que de la mélanine comme pigment, mais chez les grenouilles, il y en a plusieurs. Donc il y a plusieurs autres mutations pigmentaires importantes. Par exemple, l'absence d'iridiophores, ces cellules pigmentaires qui sont dans l'œil. Ici, vous voyez une population de grenouilles vertes. Ici, il y en a une qui est bien sombre. Et effectivement, dans cette population, il y en a qui ont cette mutation de l'œil noir ou qui même sont entièrement noirs. C'est des animaux assez insolites, pour qui connaît bien les grenouilles. Une grenouille entièrement noire et qui a de plus le ventre translucide par l'absence des iridiophores qui sont sur le ventre. On trouve ça aussi, par exemple, chez le crapaud commun qui a normalement l'œil cuivré et ça donne des animaux au regard profond. Ils ont l'air de réfléchir beaucoup à la vie. On trouve ça dans le monde entier, ça aussi. Ça, par exemple, c'est une photo qui m'a été envoyée du midi de la France par un naturaliste amateur qui avait dit « Ça y est, j'ai trouvé un dendrobate en France ». Parce que je vous ai montré les dendrobates la semaine dernière, qui ont des couleurs vives comme ça. En fait, c'est tout simplement une mutation comme celle de l'œil noir, une mutation différente, mais c'est une grenouille rieuse, une Radaridibunda de chez nous, mais simplement qui a cette mutation pigmentaire. Alors, il y a quelques années, la grande presse s'est fait l'écho de cette grenouille qui a été fabriquée par des Japonais, qui a été célèbre. Ils ont utilisé des souches, c'est-à-dire qui avaient été créées en laboratoire par des croisements en retour,
d'animaux dépourvus d'une part de mélanophores, d'animaux dépourvus de guanophores et d'animaux dépourvus d'iridophores. Et en faisant des combinaisons de croisement, ils sont arrivés à faire une bête qui n'a plus aucun pigment. Alors ça, on la trouve pas dans la nature. Et cette bête est entièrement transparente de partout, donc ça a été la grenouille transparente. Enfin, dans la presse, on en a beaucoup parlé, parce qu'évidemment, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si on veut étudier, par exemple, la progression d'un cancer, d'une maladie, on n'a pas besoin de l'ouvrir, on a vue sur ce qui se passe à l'intérieur. Et je vous rappelle que je vous les ai montrés la semaine dernière, il y a des grenouilles qui ont le ventre transparent de manière, disons, fixée génétiquement dans l'espèce, parce que ça a un intérêt écologique pour elles, comme ces Centrolena d'Amérique du Sud, mais là, c'est pas une mutation isolée, c'est fixé dans l'espèce. L'anomalie, c'est toujours par rapport aux voisins, hein, c'est pas une anomalie en soi. Alors, la gynogénèse, puisqu'on est parti de ça, a permis de trouver d'autres mutations, et notamment concernant les doigts, les orteils. Ici, c'est les pieds normaux d'un crapaud qui a 5 orteils, mais on trouve des crapauds qui ont 6 orteils, ce qu'on appelle la polydactylie, des crapauds qui ont 4 orteils, l'ectrodactylie. Alors, vous voyez, dans tous ces cas, c'est symétrique. Des doigts coudés qu'on appelle la clinodactylie, des doigts fusionnés qu'on appelle la syndactylie. Ici, c'est une syndactylie symétrique chez une grenouille. Toutes ces anomalies sont génétiques. Elles sont mises en évidence par la gynogénèse parce qu'elles se retrouvent à l'état homozygote, alors que ce sont des gènes récessifs qui ne s'expriment pas normalement dans la population. Et en faisant ces travaux, Jean Rostand recevait des animaux de toute la France. On lui a envoyé des grenouilles vertes bizarres. Voilà les pieds normaux d'une grenouille verte de chez nous. On lui a envoyé de certaines populations. Il y en avait qui avaient 6 orteils, il y en avait qui avaient 7 orteils, il y en avait qui avaient 8 orteils, et jusqu'à 10, 15 orteils chez des adultes. À l'avant, vous savez que les grenouilles n'ont que 4 doigts à l'avant. Quand vous voyez un dessin de grenouille avec 5 doigts à l'avant, c'est qu'il n'a jamais regardé une grenouille. Toutes les grenouilles du monde ont 4 doigts à l'avant, sauf dans ce genre d'anomalie où vous avez ici quelque chose de très anormal, une grenouille qui a une main comme la nôtre, si on veut, avec 5 doigts. Normalement, ça n'existe pas. Ça, c'est dans l'anomalie P. Quand on regarde dans cette anomalie P, les têtards, on voit cette espèce de coudure anormale des pattes qui a attiré l'attention dès les têtards. Et quand ils grandissent, on voit apparaître un grand nombre d'orteils, mais aussi des espèces de tumeurs et puis des raccourcissements des membres, avec des monstruosités de plus en plus graves. Alors, tous ces animaux, on ne les a découverts quand on s'est intéressé aux têtards, parce que la plupart meurent au moment de la métamorphose, ils ne peuvent pas survivre. Mais ils peuvent reconstituer dans certaines populations jusqu'à 80% de la population. Ici, vous voyez, il y a 15 ou 20 orteils chez cette grenouille. La grande surprise de Jean Rostand, ça a été de constater que quand il recroisait ces grenouilles polydactyles entre elles, il obtenait des descendants qui étaient en tout point normaux. C'est-à-dire qu'il a démontré que cette anomalie n'était pas transmissible à la descendance, n'était pas génétique, contrairement à toutes celles qu'il avait observées auparavant. Et en fait, quand il a voulu mieux comprendre ce qui se passait, il a fait cette expérience assez intelligente qui consiste à faire... Il a coupé un membre, c'était de très jeunes têtards. Ce membre a régénéré, puisque je vais parler de la régénération, mais il a régénéré avec 5 orteils normaux, alors que de l'autre côté, il y avait la polydactylie. Et ici aussi, régénération de 5 orteils au lieu d'un membre polydactyle. Ce qui veut dire que le facteur qui était responsable de cette anomalie avait agi à un stade très précoce du développement, mais n'avait pas subsisté ensuite et n'était plus actif. Quand on fait des expériences dans la nature, dans des cages, on met des œufs dans des cages. S'ils se développent dans la cage toute seule, enfin tout seuls dans la cage, ils ne sont jamais polydactyles, n'ont jamais l'anomalie P, alors qu'il peut y avoir l'anomalie P dans cet étang. Parce que l'anomalie P se trouve dans certains étangs particuliers. Et on peut aussi mettre dans la cage des poissons provenant de l'étang, et si on met des poissons qui viennent de l'étang, à ce moment-là, l'anomalie P se manifeste. Ce qui veut dire que l'anomalie P est causée par un facteur transmis par les poissons, probablement par les déjections, par les excréments des poissons, peut-être leur mucus aussi. Je vous dis peut-être parce que je ne peux pas vous en dire plus sur cette anomalie. Jean Rostand a travaillé sur cette question jusqu'en 1975, 14-15.
Moi, j'ai un petit peu continué après, puis après j'ai été au muséum, j'ai dû arrêter, et aucun autre labo dans le monde ne travaille sur cette question. Alors, si ça vous intéresse, on pourra discuter dans la discussion à la fin. Pourquoi une question comme ça, aussi intéressante, dans la mesure où c'est quand même quelque chose qui entraîne des proliférations tissulaires au même titre que dans le cancer, et on ne sait pas si c'est un virus, si c'est autre chose qui le cause, pourquoi il n'y a personne qui étudie ça dans le monde, ça, lié à la manière dont la recherche fonctionne. Voilà, ça c'est une carte des populations de France où cette anomalie a été découverte, donc c'est pas une rareté. Alors, ça nous amène à cette notion de l'anomalie comme signal d'alarme. Voilà, par exemple, des têtards, des grenouilles métamorphosées, mais qui, après la métamorphose, ont gardé la queue, ce qui est anormal, et qui ont été observées dans des lacs d'Amérique du Nord, où il y avait une forte proportion d'hormones qui provenaient de l'élevage. Donc ça veut dire que ces hormones perturbent quand même quelque chose sur les têtards, mais peut-être sur nous aussi quand on est en contact avec cette eau. Dans d'autres lacs d'Amérique du Nord, on a trouvé toutes sortes d'anomalies des membres, des polymélies graves ou des ectromélies jusqu'à l'absence totale de pattes postérieures. Ici, on a plutôt corrélé ça avec la présence de doses massives de pesticides dans ces étangs. Jean Rostand lui-même avait été contacté en 1959 parce que il y avait en 57 parce qu'il y avait des monstres avec des pattes en plus, des doigts en plus dans certains canaux de la ville d'Amsterdam où avaient été déversés des produits radioactifs. Donc lui-même qui était un militant anti-nucléaire se disait ben voilà un bon argument contre le nucléaire, mais en fait quand il a vu ces têtards, il s'est rendu compte que c'était tout simplement l'anomalie P qui est donc pas due à la radioactivité. Je vous l'ai pas dit, mais c'est pas dû. Alors ici c'est autre chose, c'est un étang dans une carrière dans le sud de l'Allemagne où il y a une vingtaine d'années ont été découverts des quantités d'anomalies, par exemple des têtards albinos, des petits crapauds avec des polymélies, des bras là qui sortent de la poitrine, etc. Quantité d'anomalies, et dans cette même carrière, on a pu relever un taux de radioactivité très élevé avec un compteur Geiger. Sitôt après cette découverte, la carrière a été fermée, et le monde politique a fait une sorte de bloc pour que cette affaire... La carrière a été non seulement fermée, mais comblée. Ici, vous voyez, elle a été remplie de terre. Et il n'y a jamais eu d'enquête sur cette affaire. Il y a eu beaucoup de bruit outre-Rhin dans la presse autour de ces problèmes. Et comme un certain nuage de Tchernobyl, ça n'a jamais franchi le Rhin. C'est-à-dire qu'à part un article dans le journal Ça m'intéresse, on n'en a jamais parlé dans la presse française, alors qu'il y a eu des centaines d'articles dans la presse allemande. Et en fait, cette affaire n'est pas close, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu de la radioactivité dans cette carrière, d'où venait-elle, personne n'en sait rien. Mais vous savez que c'est un domaine difficile dans lequel il est difficile d'enquêter. Bon, on sait bien que la radioactivité entraîne des monstruosités, des anomalies, pas seulement chez les grenouilles, mais aussi chez l'homme. Et il serait tout à fait logique que dans un pays aussi nucléarisé que la France, on mette en place un système de surveillance des régions où il y a des centrales. Il serait possible d'examiner les grenouilles dans les populations qui sont à côté. Dans la région de Tchernobyl, vous savez qu'il y a eu beaucoup plus de victimes d'irradiation à Tchernobyl qu'à Hiroshima et Nagasaki réunis. Dans cette région-là, il y a des animaux tout à fait monstrueux. Alors pour finir ce survol nécessairement rapide de questions très nombreuses, mais qui vous montre bien que les batraciens permettent d'étudier des tas de questions, je vais parler de choses un peu différentes. Enfin, ça part toujours de l'hybridation et de la parthénogénèse, mais je vais vous parler de la notion d'espèce. Alors, j'ai pas le temps de vous présenter qu'est-ce que c'est qu'une espèce. C'est une question en soi-même qui mériterait soit seule d'être étudiée. Mais alors voilà, par exemple, 4 espèces qu'on appelle jumelles. Bon, celle-ci, elle est un petit peu moins jumelle que les autres. On voit, elle est fort ressemblant, elle a des différences qui sautent aux yeux. Mais par exemple, ces deux-là, on peut même pas trouver de différence quand on les compare. Par contre, elles chantent différemment. Leurs chromosomes sont différents, leurs molécules sont différentes. Ici, ces 4 grenouilles appartiennent à 4 espèces. Elles ont été longtemps considérées comme faisant une seule espèce, mais en fait, c'est 4 espèces qui occupent l'Amérique du Nord et qui ont même des répartitions qui s'excluent quasiment entièrement. À part quelques zones de chevauchement, qu'on voit ici, et dans ces zones de chevauchement,
elles s'hybrident. Alors il ne faut pas croire, j'ai pas le temps donc de vous développer la notion d'espèce, mais que parce que deux individus appartiennent à des espèces différentes, qu'ils ne s'hybrident pas. Ils peuvent s'hybrider, comme le cheval et l'âne pour donner le mulet, mais comme dans le cas du mulet, l'hybride est stérile, ou bien alors s'il est fertile, il y aura d'autres facteurs qui vont faire qu'il ne va pas donner lieu à un flux génique. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a deux espèces, quand elles se rencontrent dans une zone de contact, dans cette zone il peut y avoir des hybrides, mais ces hybrides à leur tour, pour une raison ou une autre, ça peut être les raisons peuvent être variées, ne vont pas renvoyer de flux génique, c'est-à-dire ne vont pas se recroiser avec les espèces A ou B. Donc A et B vont rester séparés par cette zone hybride. Dans un cas différent, les hybrides à leur tour se reproduisent entre eux et se reproduisent avec A et se reproduisent avec B, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle un flux génique continu entre les deux. À ce moment-là, on appellera ça des sous-espèces ou des races. C'est-à-dire qu'elles peuvent être un petit peu différentes, par exemple, parce qu'elles sont adaptées à des modes de vie différents dans les deux climats, par exemple, mais elles vont être connectées elles appartiendront à la même entité, panmictique, à la même entité d'animaux qui se reproduisent entre eux. Mais là, nous allons voir quelques cas, alors là, encore plus bizarres. Les grenouilles vertes européennes, que vous connaissez, j'en ai déjà montré la semaine dernière et tout à l'heure, c'est donc, voilà, ces grenouilles qui ont des boules de chewing-gum et puis qui sont dans les marais et dans les étangs. On sait depuis très longtemps qu'en Europe, il y en a trois sortes principaux. Enfin, il y en a plus que ça, mais une à pattes courtes qu'on appelle Rana lessonei, une à pattes longues qu'on appelle Rana ridibunda et une à pattes intermédiaires qui s'appelle Rana esculenta. Elles sont aussi différentes par la forme des tubercules métatarsiens et du premier orteil et par toutes sortes d'autres caractères, c'est-à-dire quand on les mesure, on obtient toujours trois groupes. Ridibunda, esculenta, lessonei, qui ont un petit chevauchement pour certains caractères, mais si on combine l'ensemble des caractères, on peut déterminer sans aucun problème les individus. Donc évidemment, l'idée qui est venue à tout le monde, c'est que esculenta était l'hybride de lessonei et de ridibunda. Dans les années où ça s'étudiait, dans les années 60-70, on utilisait une méthode qui s'appelle l'électrophorèse de protéines, qui permet de visualiser de manière simple si on a des gènes de l'une ou l'autre espèce. En fait, on voyait bien que ridibunda avait ses gènes, lessonei avait ses gènes, mais esculenta n'avait pas de gène propre. Elle était toujours hétérozygote, c'est-à-dire elle avait un gène de lessonei et un gène de ridibunda. Donc on s'est dit c'est des hybrides tout simplement. Ce que un chercheur polonais qui vivait dans une région où les trois se trouvent ensemble, ce qui est assez rare, a essayé de confirmer en 63 et en 64 en faisant des croisements. Alors effectivement, s'il croise lessonei avec lessonei, il n'obtient que des lessonei. Ridibunda avec ridibunda, il n'obtient que des ridibunda. Si il croise ridibunda avec lessonei, il obtient, comme on s'y attend, uniquement des esculenta, ou lessonei avec ridibunda, il obtient uniquement des esculenta, donc c'est bien, ça a l'air d'être bien l'hybride. Mais là où ça coince, c'est quand on croise des esculenta entre elles, on devrait avoir toute la palette, en fait, dans la descendance, en fonction des lois de Mendel. Et en fait, on n'a aucune lessonei, on a de très rares phénotypes esculenta, on a surtout des ridibunda. Si on croise esculenta avec ridibunda, on obtient aussi presque que des ridibunda. Et si on se croise esculenta avec lessonei, alors là, on n'obtient aucune lessonei, mais uniquement des esculenta. Alors ces résultats sont tout à fait bizarres, ce qui fait que quand Leszek-Berger, qui avait fait ces croisements, les a envoyés ou apportés à un journal de zoologie polonais pour publier ces résultats, en disant « écoutez, j'y comprends rien, mais voilà ce que j'observe », le rédacteur en chef lui a dit « non, non, nous ne pourrons pas publier votre travail parce que vous êtes certainement trompé. Prenez n'importe quel traité de génétique et vous verrez bien qu'avec les lois de Mendel, c'est impossible ce que vous avez obtenu. » Le gars était heureusement, c'était un paysan en fait, un agronome mais d'origine paysanne qui avait la tête dure et il a dit non, non et il a tenu le coup pendant 2 ans jusqu'à ce que ce soit publié. Il a fallu ensuite 10 ans pour qu'on comprenne ces résultats bizarres. Et qu'on comprenne que c'est parce que ces animaux avaient une méiose particulière. Alors, vous avez au début Ridibunda, qui a donc une espèce normale, hein, qui fabrique des gamètes, Ridibunda, lessonei qui fait des gamètes lessonei. Il s'hybride, ça donne un hybride Ridibunda lessonei. Mais au moment de la méiose, cet hybride, donc qui est esculenta, ne fabrique que des gamètes Ridibunda. Ces gamètes Ridibunda, si cette bête se recroise non pas avec une autre esculenta, mais avec une lessonei, ça restitue à la génération d'après de nouveau un hybride lessonei ridibunda.
Et ainsi de suite en suite. Il faut savoir que ce système fonctionne depuis les glaciations, donc il n'a pas duré 15 jours, et que ce génome ridibunda est transmis de génération en génération de manière clonale, exactement comme un clone, parce qu'il n'a aucune modification. Il n'a pas non plus de crossing over avec l'autre génome, enfin je ne rentre pas dans les détails. C'est donc un phénomène très particulier, et on a appelé cette méiose l'hybridogénèse. C'est un terme d'ailleurs mal choisi, mais en tout cas c'est le terme adopté. Et donc ça, il existe plusieurs sortes de populations, par exemple des populations comme on a en France, où Esculenta produit des gamètes ridibunda et se recroise à chaque génération avec des laissonnés, redonnant des Esculenta à chaque génération. Et puis comme on trouve dans l'est de l'Allemagne, des populations où les Esculenta fabriquent des gamètes laissonnés et se recroisent avec ridibunda pour redonner aussi à chaque génération des Esculenta. Alors on sait maintenant ce qui se passe au niveau de la méiose, c'est-à-dire qu'avant la méiose, il y a exclusion préméiotique du génome Laissonnae, et donc la méiose se fait avec une ovogonie ou une spermatogonie au départ qui ne comporte déjà que le génome ridibunda qui est redoublé. Et il y a toutes autres sortes de méiose parce qu'il y a plusieurs sortes de populations, je ne peux pas rentrer dans les détails. Ces animaux, c'est pas des exceptions, c'est la grenouille commune de toute l'Europe. Ici, LE, c'est le système où se retrouvent ensemble Laissonnae et Esculenta. Ici, c'est la position de ridibunda et il y a des parties où se retrouvent ensemble le système Laissonnae-ridibunda. Puis il y a un autre système avec des hybrides similaires en Italie et un autre encore différent en Espagne et dans la moitié sud de la France. Donc c'est des phénomènes qui sont anciens et qui, d'un point de vue évolutif, fonctionnent très bien. Ce n'est pas des anomalies isolées. On constate effectivement qu'il y a des hybrides comme ça, avec une hybridogénèse et une reproduction particulière, aussi bien Esculenta chez nous que la grenouille de Graff qui est dans le sud de la France en Espagne, que la grenouille italienne, mais à chaque fois, l'un des deux génomes provient de ridibunda. Ce qui veut dire qu'on pense qu'il y a un mécanisme, quelque chose qui est transmis, qui n'a pas été identifié à ce jour, dans le génome ridibunda qui induit cette méiose particulière qui est l'hybridogénèse. Les animaux qui se reproduisent de cette manière, on appelle ça des kleptons, du grec kleptos comme dans kleptomane, ça veut dire que c'est des voleurs puisqu'à chaque génération, ils volent des gamètes à une bonne espèce voisine pour pouvoir se reproduire. C'est encore plus compliqué parce que dans ces populations, on trouve aussi des triploïdes, donc qui ont 3 N chromosomes. Et les triploïdes, si vous prenez aussi n'importe quel traité de génétique, on vous dira qu'ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils vont fabriquer des gamètes qui auront un nombre aneuploïde de gamètes, de chromosomes, puisque une fois il y en aura 2 qui vont partir, une fois il y en aura 1. Donc ça donnera des animaux qui ne seront pas viables. Mais eux, ils sont viables. Pourquoi? Parce qu'ils se reproduisent toujours avec des diploïdes. Ils ont une méiose particulière que je ne peux pas vous décrire. Et ils donnent des œufs diploïdes et des œufs haploïdes ou des spermatozoïdes diploïdes et haploïdes mélangés. Donc, pour résumer, ces grenouilles sont issues d'hybridation entre 4 espèces. En fait, plus que ça dans certaines régions. Elles ont une grande répartition géographique. Il existe plusieurs systèmes de population purs, mixtes, avec des diploïdes et des triploïdes, et plusieurs types de gamétogénèse. Donc ce qui, au départ, apparaissait comme un problème évolutif simple, 2 espèces avec un hybride, c'est un système beaucoup plus compliqué. Mais là, ce que je vous ai présenté, c'était le plus simple. Il y a des choses plus compliquées. Alors la polyploïdie, c'est le fait d'avoir plus que 2 N chromosomes. On disait que c'était pas possible, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais voici des petites rainettes charmantes qui vivent en Amérique du Nord, qui sont connues depuis 2 siècles. Bon, voilà. Et on sait que ces petites grenouilles se ressemblent comme des gouttes d'eau, mais chantent pas tout à fait pareil. Exercez votre oreille. Alors voilà ce que nous autres nous appelons des chants différents chez les grenouilles. Évidemment, ça ne ressemble pas à des chants de Castafiore, mais enfin c'est quand même, c'est très reconnaissable et ça permet de distinguer les espèces. Donc ces 2 espèces, on savait qu'elles étaient différentes parce qu'elles chantaient différemment et ça chez les grenouilles c'est imparable.
En fait, elles ont des répartitions, comme tout à l'heure nos grenouilles, qui se complètent. C'est-à-dire il y a très peu de zones où elles se rencontrent, et là où elles se rencontrent, il n'y a pas d'hybride ou les hybrides ne sont pas viables. Pourquoi ? On n'a d'abord pas compris, et puis jusqu'au jour où on a compris que la première est diploïde et la deuxième est tétraploïde. Donc évidemment, quand elles se croisent, ça donne des individus triploïdes qui, comme je vous l'ai dit, comme c'est le cas habituellement, sont stériles. Dans tous les traités de génétique, je dis beaucoup de mal des traités de génétique aujourd'hui, il y a marqué la règle de Muller. Alors faites toujours très attention, soyez très inquiets quand on vous parle de règles en évolution ou même en général en zoologie, de règles ou de lois. Parce que toutes les lois concernant la biodiversité ont ceci en commun qu'elles ont des exceptions et donc ce ne sont pas des lois. La règle de Muller, ça dit qu'il ne peut pas y avoir de polyploïdes chez les animaux, contrairement aux plantes, parce que chez les animaux, il y a un déterminisme sexuel du sexe, chromosomique du sexe. Vous savez que chez nous, par exemple, la femelle est XX, le mâle est XY. Donc, si vous faites un polyploïde, il va être XXXXX ou XXYY, mais quand ils vont se recroiser entre eux, vous allez avoir des combinaisons de chromosomes X et Y qui ne vont pas être viables. X, Y, YX, ou etc. Donc, pour cette raison-là, on a dit que même si ça apparaissait, au bout de quelques générations, ça disparaîtrait. Ben non. Chez les grenouilles, on trouve plein de cas où il y a une espèce tétraploïde à côté d'une espèce diploïde et qui se ressemblent toujours comme deux gouttes d'eau. Voilà des exemples de couples d'espèces diploïdes tétraploïdes chez différentes grenouilles. Parfois, on n'en connaît qu'une, on ne connaît pas la diploïde correspondante. En fait, s'ils arrivent à se reproduire, c'est parce qu'ils ont une méiose patriculière dans laquelle il y a des tétravalents, mais j'ai pas le temps de vous expliquer ça en détail, mais ça montre que la règle de Muller, elle peut très facilement être contournée. Et ça nous mène à un autre groupe d'animaux qui sont les crapauds verts asiatiques. Les crapauds verts, chez nous, c'est le crapaud Buphoviridis, le crapaud vert qu'on trouve en France, mais aussi il y a beaucoup d'espèces qui vivent dans les steppes et les montagnes de l'Asie centrale. La répartition des crapauds verts en Europe, elle touche à peine la France. Il y en a en Alsace, en Lorraine et puis en Corse. À l'échelle de toute l'Europe, ici, c'est pas très visible, c'est la France, l'Espagne, l'Italie. Il y a en fait plusieurs espèces. Bien. Mais quand on va vers l'Asie centrale, on trouve, les espèces d'Europe, ils n'ont rien de spécial, si on veut. Mais quand on va vers l'Asie centrale, on trouve des espèces tétraploïdes, comme les grenouilles qu'on vient de voir. Donc on n'est pas trop étonné après ce qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on tombe sur ce petit crapaud qui vit dans des vallées tout à fait reculées au nord de l'Himalaya, où il n'y a que des triploïdes. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les triploïdes, selon les traités génétiques, c'est pas viable, et que chez les grenouilles vertes, ils s'en sortent parce qu'il y a des mélanges diploïdes, triploïdes. C'est assez simple comme mécanisme, mais disons que on comprend. Mais là, chez ce crapaud, il n'y a que des triploïdes. Les mâles sont triploïdes, les femelles sont triploïdes. Donc là, tous les livres sont formels. Ça ne peut pas marcher. Eh bien, ça marche. Alors, on a eu du mal à résoudre cette question. En fait, c'est parce que les mâles et les femelles ont des méioses différentes. Les mâles ont une méiose avec élimination d'un des 3 chromosomes de départ, ce qui fait ils partent avec un spermatogonie diploïde qui donne un spermatozoïde haploïde, tandis que les femelles ont 2 systèmes différents d'élimination, mais en tout cas, on obtient des gamètes diploïdes. Donc, vous refécondez un œuf diploïde par un spermatozoïde haploïde et vous retombez sur un triploïde à la génération d'après. Ça, aucun livre n'aurait pu le prévoir. Pas plus que d'ailleurs que l'hybridogénèse des grenouilles vertes. Il fallait observer la nature pour le découvrir. Quand on regarde l'ensemble de la répartition, depuis la France jusqu'à l'est de l'Asie, on a surtout des diploïdes, mais il y a ici des populations tétraploïdes et ici des espèces triploïdes. Mais en fait, il y a plusieurs espèces, à la fois tétraploïdes et diploïdes, et triploïdes, qui sont apparues séparément les unes des autres. Donc ces crapauds verts sont issus d'hybridation entre plusieurs espèces, qui ont une grande répartition géographique, plusieurs systèmes de population qui sont purs ou mixtes, avec cette fois-ci des diploïdes, des triploïdes, des tétraploïdes, et plusieurs types de gamétogénèse. Et pour finir, je vais peut-être dépasser un tout petit peu mon temps, je vais vous parler des ambistomes nord-américaines. Les ambistomes, on les a vus tout à l'heure, c'est les adultes des axolotes, mais il y a plein d'espèces dans ce groupe, et notamment ces 4 espèces. Alors, vous les voyez, elles se ressemblent vraiment pas. Elles n'ont pas la même coloration, elles n'ont pas la même taille, etc., pas la même morphologie. Ces 4 espèces ont des noms latins, elles sont bien connues depuis longtemps. Très bien. Sauf que, dans la nature,
quand on regarde, on trouve qu'il y a des diploïdes, 2 N chromosomes, des triploïdes avec 3 N chromosomes et des tétraploïdes avec 4 N chromosomes. Et encore pire. Alors je vous les présente. Voilà une grenouille, une salamandre qui a un génome latéralé et 2 génomes jeffersonianum. Ici, une qui a un génome latéralé, un génome texanum et un génome tigrinum. C'est un trihybride. Il provient de 3 espèces parentales. Voici un tétrahybride qui a du latéralé, du texanum, du jeffersonianum, du tigrinum. Ce qui se voit bien, il a l'iris de tigrinum, les taches bleues de texanum, les taches grises de latéralé et les pattes de jeffersonianum. Donc c'est une sorte de quadrihybride. Et on a trouvé jusqu'à 22 combinaisons de génomes hybrides dans la nature entre ces 4 génomes. Certaines, comme celle-ci, étaient tellement différentes qu'au départ, on a cru que c'était des espèces différentes et on les avait décrites comme des espèces. Et tous ces animaux ont au moins un génome latéralé, c'est-à-dire que c'est la même chose que Redibunda tout à l'heure, c'est apparemment ce génome qui transporte ce facteur qui induit la méiose particulière de ces animaux. Les populations naturelles sont soit pures des bonnes espèces naturelles, les vertes, soit bleues ou rouges, c'est des populations qui comportent des hybrides. Grande surprise quand on a fait la phylogénie moléculaire de ce groupe, on a trouvé les 4 espèces ici et presque tous les hybrides comme groupe frère de l'ensemble du reste. C'est-à-dire comme si les hybrides n'étaient pas des hybrides avec ces espèces-là, mais hybrides avec une autre espèce qui était, à l'époque de cet article, inconnue. Et qu'on a découverte ensuite. C'est-à-dire on l'avait quasiment prévu, son existence, par l'hybride, avant de découvrir cette espèce qui était restée inconnue. Et effectivement, si on l'ajoute dans l'analyse, on voit qu'elle se trouve avec les hybrides. Et seulement l'année dernière, on a découvert des hybrides qui comportaient le génome de cette salamandre. Donc là, cette fois-ci, on a des animaux qui ont une combinaison latérale jeffersonianum barbouri. On peut suivre avec les techniques modernes de fluorescence de chromosomes, y compris dans l'animal lui-même, l'existence des différentes formes parentales. Ici, vous avez 3 colorations qui traduisent les origines de ces animaux. Et ça permet de reconstituer l'histoire de ce groupe. Et qu'on peut résumer de la manière suivante, qui est assez invraisemblable. Donc au départ, il y avait, mais ça on l'a jamais trouvé, une latéralée qui a rencontré une barbourie, une femelle barbourie qui a accepté de se faire féconder par un mâle latéralé. Donc cette bête, c'était une femelle, elle a produit des œufs qui avaient un cytoplasme barbourie, mais les gamètes, après la fécondation, le noyau était hybride avec un cytoplasme, un stock de chromosomes barbouris et un stock latéralé. À la génération d'après, fécondation par une texanum, 3e espèce. Donc on a un animal qui a toujours un cytoplasme barbourie et puis barbourie latéralé texanum. Génération d'après, fécondation par une jeffersonianum. Tous ces animaux se plaisent bien les uns les autres et donc voilà. Sauf que ici, autre chose, il y a expulsion d'un génome. Et justement du génome barbourie. Ce qui fait qu'on arrive à cet animal totalement improbable, qui n'est prévisible par aucune théorie de la biologie, où les cellules sont de cytoplasme barbourie et comportent un génome trihybride latéralé texanum jeffersonianum. C'est-à-dire que si on étudie la phylogénie moléculaire qui se repose, pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer, uniquement la plupart du temps sur les gènes mitochondriaux du cytoplasme, on dit cette bête est une barbourie. Et si on regarde uniquement les chromosomes et les gènes chromosomiques, on dit c'est un trihybride. C'est-à-dire on a l'impression de parler de 2 choses différentes. Alors ces animaux ont une méiose très particulière, mais bon, je ne vous l'explique pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de la même gamète initiale, vous pouvez avoir soit développement par gynogénèse, c'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, le spermatozoïde ne fait que stimuler le départ du développement, soit fécondation par un spermatozoïde et donc passage à un stade de ploïdie plus élevé. Alors, ça nous amène à des animaux qui ont 4 N, 5 N, et on peut se poser la question, pourquoi tant de N? Pourquoi tant de N? Parce que, en fait, la répartition de ce groupe est très vaste. Ça va depuis latéralé, qui est tout à fait au nord, jusqu'à tigrinum, qui est en Floride, c'est-à-dire, ici on est en climat subpolaire, et ici en climat subtropical. Donc, elles n'ont pas les mêmes exigences écologiques.
Et donc mon collègue qui a fait ces travaux a fait ce petit dessin amusant où la grenouille, j'en ai marre de dire grenouille, la salamandre vient au bureau pour demander un génome. Ah, écoutez, je vais aller dans le nord, il me faudrait un petit peu d'antigel, donnez-moi un peu un génome latéralé. Ben écoutez, d'accord, mais alors il faut que vous mettiez dans la poubelle à génome, votre génome Barbouri, parce que vous ne pouvez pas tout garder. Donc ici, c'est un mode d'évolution qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent dans le règne animal, qui n'est pas par des mutations, mais par des changements, des transferts complets de génome ou de parties de génome. Ce qui ouvre une voie tout à fait particulière à l'étude de l'évolution et qui est quasiment nouvelle. Donc pour finir sur cette affaire, ces ambistomes sont issus d'hybridation entre 5 espèces. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître, c'est pas quelque chose de labile, ça a bien marché, ça marche depuis 3 millions d'années en Amérique du Nord, avec une grande répartition géographique, plusieurs systèmes de population, pur ou mix, avec des diploïdes, triploïdes, tétraploïdes, pentaploïdes, plusieurs types de gamétogénèse, et le développement peut être initié au choix, à basse température par la gynéogénèse ou par fécondation à température élevée. Donc en fait, dans le règne animal, on connaît au moins 4 grandes situations, mais il y en a encore d'autres que je ne vous présente pas. Ce qu'on considérait comme pratiquement universel il y a encore quelques dizaines d'années, c'est la bisexualité. Vous avez une femelle et un mâle qui donnent chacun la moitié des chromosomes, et voilà. L'hybridogénèse, donc qui est découverte maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, où la transmission d'un des génomes est clonale, mais l'autre est apporté à chaque génération par un animal qui se fait voler de la moitié de son génome. La gynogénèse, où le mâle ne fait que stimuler le développement de l'œuf. Et puis la parthénogénèse, qui n'est pas connue d'ailleurs chez les grenouilles, mais tous ces autres cas ont été étudiés chez les amphibes, et puis d'autres cas que je ne vous présente pas. Voilà ce que je voulais vous présenter. Évidemment, rapidement, c'est juste pour susciter votre curiosité, parce que, évidemment, je n'ai pas pu rentrer dans les détails. Si, comme la semaine dernière, je vous donnais quelques références, si ça vous intéresse d'en savoir plus notamment sur les travaux de Jean Rostand, je vous conseille la lecture de ces livres. Ils sont plus faciles à trouver. Quand moi j'étais étudiant ou jeune chercheur, on les trouvait partout, tout le monde en parlait. Il a fait plusieurs livres sur les batraciens, la vie des crapauds, celui-ci qui est très, très adorable, qui a suscité pratiquement ma vocation de jeune chercheur quand j'avais 14 ans. Les étangs à monstres qui décrivent l'anomalie P, c'est des livres qu'on trouve dans les bouquinistes encore. Mais aussi, vous savez que Jean Rostand a écrit des tas de livres sur l'homme, sur la biologie en général, des réflexions sur la science qui sont tout à fait intéressantes que beaucoup de gens de nos jours devraient continuer à lire. Ce livre très remarquable, Le droit d'être naturaliste, je pense que peu de grands décideurs de la science dans notre pays l'ont lu, sinon ils ne feraient pas toutes les décisions qu'ils font. Et puis je vous conseille aussi ses discours, c'était un humaniste, c'était quelqu'un d'engagé, et notamment qui a écrit et combattu totalement contre la guerre, enfin la bombe atomique. Et bon, il était, à l'époque, c'était pas encore d'actualité de parler du nucléaire civil, mais il est probable que s'il était des nôtres aujourd'hui, il serait sans doute plus engagé que d'autres chercheurs bien complaisants face à cette industrie nucléaire civile qui nous promet probablement d'autres Tchernobyl. Je suis à votre disposition pour discuter de tout ça.